Nous sommes le mardi 29 septembre 2020, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision. Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition d'information dont voici le principal titre de l'actualité. Suspendu de toutes les instances sous-régionales depuis le coup d'État du 18 août dernier qui a renversé le régime d'Ibeka, les Maliens croyaient à la levée des sanctions qui pèsent sur notre pays depuis la mise en place du président de transition et de son vice-président. 48 heures après la nomination du Premier ministre par décret présidentiel, les Maliens attendent toujours. Face à cette situation, une de nos équipes de reportage, dirigée par Samaïra Sanogo, a recueilli des avis à suivre dès le début de ce journal. Et voici pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Avant d'attaquer le titre, on s'intéresse tout d'abord à cette information. Le président de la transition Bandaou, son premier ministre, le diplomate Mokhtar Ouane, ainsi que le vice-président, le colonel Assimi Goïta, se sont rencontrés lundi 28 septembre à Bamako pour évoquer les tâches qui les attendent pour les 18 mois prochains. Mais ils doivent d'abord faire face à un problème, l'embargo décrété contre le Mali par la CEDEAO qui n'est pas encore levé malgré la nomination d'un premier ministre civil. Commentaire Moussa Fomba. Bamako n'a pas encore officiellement réagi à la non-levée de l'embargo décrété par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Cependant, s'exprimant à titre privé, un interlocuteur du premier cercle du nouveau pouvoir malien explique que le contact est maintenu avec l'institution sous-régionale afin de faire avancer les choses au dire de nos confrères de RFI. Dans un rapport officiel, Goodluck Jonathan, envoyé de la CEDEAO dans la crise malienne, a fait des constats. Par exemple, la version finale de la charte de transition n'est toujours pas connue du grand public. Pourtant, ce document qui balise les 18 mois de transition est important. Des prérogatives trop larges pour le vice-président. Ensuite, il constate que les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, chef des putschistes du 18 août, pose problème, toujours selon nos confrères de RFI, qui ajoute que selon une déclaration officielle, le jour de sa prestation de serment aux côtés du président, il a été dit qu'il pourrait prendre la place de ce dernier en cas de force majeure. Une disposition non acceptée par la CEDEAO qui veut un rapide retour du pouvoir aux civils. D'autres problèmes, si l'on doit s'interroger, la dissolution attendue de la direction de la junte ou encore la libération ou la présentation devant la justice des détenus militaires et civils. Sur tous ces points, poursuit le confrère, les chefs d'État de la CEDEAO pourraient se concerter, interroger le pouvoir malien afin de décider de la levée ou non des sanctions. Suspendu de toutes les instances sous-régionales depuis le 18 août dernier, et c'est là à cause du renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali pensait se voir allégé, sinon débarrassé des sanctions prises contre lui par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour cause, un civil est nommé à la tête du gouvernement de transition par décret présidentiel depuis dimanche 27 septembre. Malgré quelques points de consensus, l'embargo plane toujours sur le pays. Face à la situation, les Maliens se prononcent. Samaïra Sanogo et Abdoulaye Sogodogo ont recueilli des avis. Les voisins du Mali ont fermé le mois dernier leurs frontières avec ce dernier et interrompu les échanges financiers et commerciaux à l'exception des produits de première nécessité, notamment le carburant et l'électricité. La levée de ces sanctions prises contre le Mali depuis le 18 août dernier est conditionnée à plusieurs facteurs, notamment la nomination d'un civil à la tête du gouvernement de la transition. En fait, la balle est dans le camp du Mali. CEDEAO a fermé après des sanctions contre le Mali, et parmi ces sanctions, il y a la fermeture des frontières et la limitation des échanges. Et on a demandé expressément des choses au Mali. La nomination d'un président civil ou militaire à la retraite, la nomination d'un premier ministre civil. Ça, c'est des conditions qui ont été satisfaites, mais d'autres conditions ne sont pas satisfaites. Parmi les conditions qui n'ont pas été satisfaites, on peut citer le fait que la CEDEAO a dit expressément que le vice-président ne doit pas ou ne peut pas remplacer le président de la République en cas de vacances. Et quand on a entendu la cérémonie de prestation,
il a été clairement dit que le vice-président peut remplacer le président. Ça, c'est la CEDEAO ne veut pas ça. La CEDEAO a demandé que la bonne copie de la charte leur soit envoyée. Cela n'a pas été fait. Donc, oui, ils sont en train d'attendre. La CEDEAO a posé des conditions. C'est au Mali de satisfaire ces conditions. Et je pense qu'on est en train de perdre trop de temps parce qu'on n'a pas le choix. Le Mali tient son chef de gouvernement de transition depuis le 27 septembre dernier et il est bien un civil, comme l'avait recommandé la CEDEAO. Un espoir pour le peuple malien. Maintenant, ils savent comment, quelle est la gymnastique qu'ils ont faite la dernière fois pour payer les salaires en fin du mois. Ils savent quelles sont les difficultés qui les attendent si jamais la CEDEAO ne lève pas l'embargo ou pire durcit l'embargo. Donc pour moi, ce n'est pas la mer à boire ce qu'on nous demande de faire. Il faut juste que la junte accepte. Et l'autre condition, c'était la dissolution du CNSP. Ils sont les plus fragilisés de la situation. La plupart de leurs activités sont à l'arrêt. Les commerçants, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, la levée probable des sanctions contre le Mali sera un véritable ouf de soulagement. La CEDEAO et la population malienne doivent être sur le même chemin et d'être sur le même accord pour ouvrir la frontière à cause de nous les commerçants parce qu'on est trop gênés en ce moment. Les matériels, nos conteneurs sont bloqués à la frontière en ce moment. On n'a pas le droit à sortir. On a besoin il y a certains matériels qui sont en manque dans le marché. Il y a plein de matériels qui sont manquants ici. Si tu as besoin de quelque chose ici, par exemple, si c'était à 500 francs, aujourd'hui c'est jusqu'à 1000 francs. Donc en ce moment, la population souffre. En attendant la bonne nouvelle, les Maliens sont entre optimisme et pessimisme. S'agissant de la levée des sanctions contre le Mali, l'organisation ouest-africaine demande la dissolution du Comité national pour le salut du peuple, l'abrogation de l'acte fondamental de la junte, la publication de la charte de la transition au journal officiel, la libération de tous les détenus et autres. Et en marge de la commémoration du 22 septembre, édition 2020, un jeune artiste descendant du fondateur de l'école fondamentale de Daouda Bougou a organisé une cérémonie réunissant autour de lui autorités communales et coutumières afin de rendre la fête plus belle. L'événement s'est déroulé dimanche 27 septembre 2020 à la mairie de Daouda Bougou en commune 5 du district de Bamako. Sadio Sidibé. À l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali, un jeune ressortissant de Daouda Bougou du nom de Mohamed Soumaré, dit Silex, en commune 5 du district de Bamako, a organisé un événement pour inviter la population de son quartier à travers des débats et des échanges d'idées sur cette journée spéciale, 22 septembre. C'est nous le futur de demain, c'est nous le Mali de demain. Donc il faut que nous nous donnions les mains pour que ce pays puisse avancer. Tant que nous ne donnions pas les mains, je suis sûr et certain que nous resterons comme ça. Le Mali a besoin d'avancement parce qu'il le faut obligatoirement. Il y a plusieurs activités dans mes projets. Je souhaiterais éventuellement véhiculer des messages de sensibilisation par ma voix, pas seulement dans mon quartier natal à Daouda Bougou, mais partout dans le Mali. Partout dans le Mali, c'est ça qui est dans mes projets à venir, Inch'Allah. L'objectif recherché à travers cette cérémonie est de véhiculer les messages sur le symbole du 22 septembre 1960, date à laquelle notre pays a connu son indépendance. La motivation de l'initiateur s'explique par son engagement en faveur de son pays, d'où la présence du représentant du maire de la commune 5, afin de féliciter et encourager cette initiative. La motivation de cet événement n'est rien que l'union et la cohésion sociale. Je me suis inspiré de la commémoration de la fête de l'indépendance de notre cher pays qui est le Mali. Étant un jeune artiste dans les quartiers, je véhicule des messages dans mes propos, dans mes chansons. Donc c'est la plus forte raison que j'ai initié ce projet pour lancer un appel à tous les Maliens pour qu'on puisse donner les mains pour un Mali uni et prospère. Des témoignages et manifestations musicales ont été les temps forts de la cérémonie.
Culture toujours dans cette édition d'information. Ils étaient deux à être donc décorés par l'association des jeunes premiers du Mali AJPM pour service rendu à la nation. Mamadou Tunkara est le directeur national des administrations pénitentiaires et le colonel Adama Guindo, régisseur de son état. La cérémonie de décoration a eu lieu ce dimanche 27 septembre au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Mamadou Ben Chérif Soumano. Selon les membres de la JPM, le choix porté sur les deux personnalités s'explique par leur courage, leur détermination et leur engagement dans la bonne marche du service pénitentiaire de notre pays. Nous avons remarqué au Mali que ça prend la mort qu'on distingue les gens. Donc vous voyez que les deux hommes que nous avons pris aujourd'hui, M. Tungara et M. Guindo, vous avez vu les témoignages qu'ils ont fait. Les gens qui parviennent à encadrer les gens qui sont en prison. Tout le monde pense que quand tu vas en prison, c'est fini pour toi. Mais non, on a vu qu'il y a des gens qui sont au Mali qui peuvent pousser ces gens à travailler. Donc, quand vu cette situation, qui nous prouve maintenant à décorer M. Guindo et M. Tungara, c'est dû à ça. C'est dû à le travail qu'ils ont fait et les social. Et on voit que le travail, ils ont l'amour même du Mali. Et amènent les gens à l'école pour que les gens puissent travailler, pour qu'un jour ils peuvent relever les défis du Mali. Mais on voit que les gens maintenant sont en train de se servir du Mali. Mais ces deux gens sont des exemples qui montrent qu'il y a des gens au Mali qui n'ont pas besoin de la corruption, qui travaillent dans l'honnêteté. Donc ça nous a poussé maintenant à décerner ces deux personnes. Aux autorités politiques et coutumières de la commune 5 du district de Bamako d'encourager les récipiendaires à persévérer davantage dans leur mission au service de la patrie. L'association Jeunes Premiers, par rapport à leur initiative, M. Ibrahim Tunkara et M. Adama Guindo, vraiment moi je suis très content et puis je suis très fier de ces actes qu'ils posent vraiment au sein de l'administration. Vraiment tous nos remerciements à l'association des jeunes premiers et puis Ibrahim Tungara et puis Adama Sangaré et à vous les journalistes aussi. Les récipiendaires ont remercié les organisateurs avant d'exhorter les Maliens à mettre le Mali au-dessus de tout. Et qu'est-ce qui nous a favorisé? Les partenaires. Chacun a apporté, fait peu que ce soit, pour nous permettre de prendre en charge les usagers. Et voilà pourquoi aujourd'hui, au niveau de la MCA, nous vivons de façon tranquille. Et cette tranquillité qui l'a encouragée, c'est d'abord le ministre Malik Coulibaly qui m'a appelé. Il m'a donné 2000 masques lorsque le problème de coronavirus a commencé pour que je distribue 2000 masques à 2000 détenus sous l'égide du directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Et si aujourd'hui la prison est comme ça, et si aujourd'hui les établissements pénitentiaires au niveau de Bamako sont boostés, je pense qu'il faut rendre grâce au directeur national de l'administration pénitentiaire qui a bénéficié de la même façon que moi. Donc c'est un gros travailleur, je pense qu'il le mérite, il faut le dire. Voilà. Et le mot de la fin, je remercie très sincèrement les jeunes premiers. Je remercie mes collaborateurs. Je l'ai dit, j'ai dédié ces médailles et cette donation d'abord à mes collaborateurs et ma famille. Madame à côté de moi. Je quitte tous les matins à la maison à 6h, 6h30 et je ne rentre qu'à 19h, 20h. Je pars de samedi, je pars de dimanche. Donc c'est dire que je me suis donné. Et le fait que je me suis donné, ça a été récompensé. Ça me va droit au cœur. Et je pense que si tous les Maliens font un peu comme nous, il faut le dire, hein, je pense que nous irons plus haut, plus loin et plus fort. C'est très clair. J'ai un sentiment de réelle satisfaction et un bonheur absolu pour cette décoration par une association de notre pays, l'association des jeunes premiers. C'est une reconnaissance de ce que nous faisons quotidiennement au niveau de notre administration. C'est juste dire que j'apprécie beaucoup une telle décoration parce que ils sont en train de montrer que eux, ils n'attendent pas la mort des gens pour les célébrer. Et c'est une façon pour eux aussi de nous encourager dans tout ce que nous sommes en train de faire pour le bonheur des détenus du Mali et pour le bonheur du personnel pénitentiaire. Je suis alors un directeur très comblé et je mesure la responsabilité de cette décoration. Ça veut dire que désormais je suis condamné à réussir ma mission, à aller de l'avant et l'échec ne saurait plus être toléré. Plusieurs témoignages sur le parcours professionnel de Mamadou Tungara et Adama Guindo et des prestations artistiques ont été des temps forts de la cérémonie.
Actualité hors de nos frontières. Depuis 7 mois, la Libye attend toujours la nomination par les Nations Unies d'un nouvel envoyé spécial pour succéder à Ghassan Salamé et à l'intérimaire qui a pris le poste Stéphanie Williams. Ce pays déchiré entre deux pouvoirs et qui vit dans le chaos depuis 2011 traverse une période délicate après l'annonce d'un cessez-le-feu le mois dernier. Commentaire Kafoune Batili. Fin septembre, l'envoyé spécial par intérim doit quitter ses fonctions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, multiplie ses efforts pour lui trouver un successeur. Mais les difficultés persistent. Cette fois-ci, c'est au tour des pays africains présents au Conseil de sécurité de bloquer la nomination. La candidature approuvée par les Américains ne leur convient pas. Selon un diplomate, il réclame un Africain pour occuper ses postes d'envoyé spécial onusien en Libye. Or, Washington a déjà fait obstruction à 2 reprises à une candidature africaine. Antonio Guterres avait dès le mois de mars dernier proposé un nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien Ramtam Lamamra. Sa candidature avait fait consensus, mais Washington s'y est opposé et a fait blocage et l'intéressé a lui-même jeté l'éponge. Au mois de juin, le nom de Tété avait pourtant fait consensus au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, ce sont des pays africains qui s'opposeraient à la candidature soutenue par les États-Unis pour occuper ces postes. Il s'agit du Bulgare Nikolai Mladenov, 48 ans. Ce dernier exerce depuis février 2015 les fonctions de coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient. Nous retrouvons à présent Moussa Famba pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. L'Union nationale des ordres des avocats a appuyé ce lundi 28 septembre la position du barreau d'Alger qui a décidé dimanche d'une grève pour réclamer une justice indépendante. Objet de la protestation, un incident survenu ce jeudi 24 septembre lors du procès en appel de Mourad Elmi, ex-PDG du concessionnaire automobile slovaque. Le bâtonnier Abdelmajed Selini sollicite le report du procès à la journée du samedi, invoquant son épuisement. L'échange avec le magistrat intraitable dégénère. Pris d'un malaise, Selini est évacué d'urgence vers l'hôpital. Le président du syndicat national des magistrats, Issahad Mabrouk, livre une version différente. Se référant au témoignage du magistrat et du procureur général d'Alger, il insinue que l'acte du bâtonnier était prémédité pour obtenir coûte que coûte un ajournement du procès dans lequel le principal accusé devrait être interrogé par vidéoconférence sans son consentement. Une procédure désormais autorisée à la faveur d'un amendement introduit au Code de procédure pénale en août dernier. Au Sénégal, beaucoup de commentaires ce lundi 28 septembre après une déclaration du ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale. Mansour Faye, par ailleurs beau-frère du président, était chargé de l'achat et de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence pendant la pandémie de Covid-19. Une aide de 69 milliards de francs CFA. Mise en cause pour mauvaise gestion, il affirme qu'il ne répondra pas à une éventuelle convocation de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Le texte de l'OFNAC indique pourtant qu'il peut entendre toute personne présumée avoir pris part à des faits de fraude ou corruption dans le cadre de ces enquêtes. Cette position renforce donc la suspicion dans l'opinion. Mais le ministre Mansour Faye n'entend pas non plus se justifier auprès du comité de suivi du fonds Force Covid-19 mis en place pour évaluer les aides accordées aux entreprises et ménages touchés par la pandémie. C'est parti pour le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso. Les candidats déclarés ont jusqu'au 2 octobre pour se présenter à la Commission électorale nationale indépendante CENI avec leur dossier. Mais certains candidats font face à des conditions pour se présenter qu'ils jugent discriminatoires. C'est le conseiller d'intendance scolaire et universitaire Issa Sawadogo, candidat indépendant, qui a été reçu en premier avec son dossier. Un dossier incomplet car n'ayant pu réunir ni la somme de 25 millions de francs CFA représentant la caution ni les parrainages requis. La caution est exigée au dépôt des dossiers de candidature. Une somme qui sera remboursée au cas où le candidat obtiendrait au moins 10% des suffrages exprimés. Parmi les conditions figure également le parrainage. Chaque candidat potentiel doit obtenir le parrainage d'au moins 50 à de conseillers municipaux répartis dans plusieurs régions du pays. Une mesure dénoncée par le candidat du mouvement Soleil d'avenir.
Depuis une semaine, les forces de l'ordre sont déployées autour de la résidence du chef de file du MRC. Son parti avait lancé un appel à manifester contre le régime de Paul Biya au Cameroun mardi dernier. Des manifestations qui avaient mobilisé un impressionnant dispositif de sécurité malgré la faible participation. Des dizaines de policiers et gendarmes filtrent les passages à jour et nuit. Pour pouvoir entrer, une demande doit être adressée aux autorités. Et pour l'instant, Maurice Kamto affirme n'avoir reçu aucune notification officielle de la justice pour expliquer la situation. Jusqu'à présent, seuls certains avocats de l'opposant ont reçu l'autorisation de le rencontrer. Dans un communiqué publié vendredi 25 septembre, le porte-parole du gouvernement avait déjà lancé des accusations similaires. Il affirmait aussi qu'une enquête judiciaire était en cours. Selon ce communiqué, les meneurs et organisateurs des manifestations répondront de leurs actes devant la justice. Le procès des attentats de janvier 2015 en France est entré ce lundi 28 septembre dans sa 5e semaine. Après avoir entendu toutes les parties civiles qui souhaitaient prendre la parole, la Cour d'assises spéciale de Paris a commencé à se pencher sur les faits qui sont reprochés aux accusés. Et au vu des premiers éléments de l'enquête présentée, notamment l'étude de la téléphonie mobile, des liens se dessinent entre certains accusés et Amédi Koulibaly. 17 lignes, mais aucune à son nom. Entre septembre 2014 et janvier 2015, Amédi Koulibaly a souvent changé de numéro de téléphone, raconte une enquêtrice qui explique aussi que les personnes avec lesquelles le terroriste échangeait le plus fréquemment dans les mois qui ont précédé les attentats sont devenus en janvier avec Chérif Kouachi quasiment ses seuls interlocuteurs. Or, ces 4 personnes, elles sont toutes assises sur le banc des accusés. La nuit précédant l'attaque de Charlie Hebdo, Amédi Koulibaly aurait vu les 4 hommes en question un à un. En tout cas, leurs téléphones ont borné au même endroit. Après les révélations explosives du New York Times dimanche sur sa situation fiscale, le président américain Donald Trump cherche sa riposte à la veille du premier débat contre son adversaire à la présidentielle, le démocrate Joe Biden. $750, le chiffre publié dimanche 27 septembre a marqué les esprits. C'est selon le New York Times le montant d'impôt fédéral sur le revenu payé par Donald Trump en 2016, année où il a remporté l'élection présidentielle. Depuis, le président américain cherche la bonne riposte alors qu'il doit affronter Joe Biden lors d'un premier débat mardi 29. Mine renfrognée, il a offert dimanche soir lors d'un point de presse particulièrement décousu l'image d'un président frustré, inquiet à 6 semaines de l'élection. S'il était battu, Donald Trump deviendrait le premier président à ne pas être réélu depuis plus d'un quart de siècle après la défaite de George Bush père face à Bill Clinton en 1992. Voilà, c'est sur ces notes que se referme cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.